Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Trois univers auront marqué l'enfance de ce petit garçon prénommé Jean et qui porte l'illustre nom de son père, Renoir. Tout d'abord, l'univers feutré de la bourgeoisie Belle Époque. C'est dans une maison appelée le Château des Brouillards qu'il est né, sous le signe de la poésie. Donc dans ce Château des Brouillards, on est à Montmartre en 1894 et Jean donc est le fils d'Auguste, le célèbre peintre post-impressionniste dont les tableaux se vendent à prix d'or. Quant à sa mère, le peintre Degas, la décrivant au milieu des artistes, dira d'elle: elle a l'air d'une reine visitant des saltimbanques. Jean grandit donc dans cet univers à la fois artistique et privilégié. Seulement sa nounou, Gabrielle, qui n'a que 15 ans, va lui faire découvrir un autre univers, un autre Paris, celui du peuple 1900. Elle l'emmène à ses trousses dans les ruelles populeuses du quartier, dans les boutiques, les marchés encombrés, les bistrots où l'on crie, où l'on chante, où l'on rit, et dans les parcs. Accroché aux jupes de Gabrielle, le petit Jean va donc s'imprégner de ce Paris populaire et gouailleur. Troisième univers à s'inscrire dans la mémoire du petit Jean, la vie à la campagne. Il faut vous dire que pendant les vacances, Madame Renoir emmène ses enfants dans son village natal à Essoy en Bourgogne. Et là, on organise de grands pique-niques avec de belles nappes blanches au bord de la rivière et l'on pêche et l'on joue. Le petit Parisien se fait un camarade, un jeune braconnier, voleur de poules qui va le fasciner. Et d'ailleurs, plus tard, on verra apparaître dans plusieurs de ses films la figure du sympathique braconnier. Ce sera le cas dans La Règle du jeu notamment. Le père, Auguste Renoir, finira par acheter la ferme des Colettes dans le Midi. On n'est pas loin de Cagnes. Il peindra à ce moment-là les paysages provençaux, les oliviers, la lumière, les fleurs, la chaleur. Et le fils, Jean, va découvrir à cette époque d'autres accents, d'autres milieux encore, un quatrième univers en somme. Le Paris de Montmartre, la Bourgogne et le Midi, les bourgeois et le petit peuple, voilà, camper le décor, voilà camper les personnages de ce qui fera l'univers même de Jean Renoir, cette France d'avant 1914 qu'il regarde comme celle d'un âge d'or. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors à Paris, on l'a envoyé étudier chez les pères d'abord et surtout parce que l'école était pourvue d'un grand parc où on pouvait promener les enfants. Un dimanche après-midi, les pères installent les élèves dans une salle, on a tiré les rideaux pour faire l'obscurité, ils allument l'ampoule d'un projecteur, glissent une bobine de film, et voilà que sur l'écran défilent les aventures d'Otto Maboul. C'est la première séance de cinéma. Jean est immédiatement captivé. Alors là, on l'a vraiment complètement, on l'a happé. C'est le seul intérêt qu'il démontrera du reste pour les études. Il va quand même jusqu'au baccalauréat, au bachot comme on disait à l'époque, et après, il sait pas. Il va s'engager dans l'armée, il devient dragon, et là, c'en est fini de la douceur de vivre. Il a 20 ans, on est en 14, la guerre éclate, Jean part pour le front et le voilà dans cet univers nettement moins agréable, dans cet univers d'enfer, pour tout vous dire. Il est dans les tranchées, dans cette glaise et cette boue puante de cadavres. Il assiste à la grande boucherie, il sera blessé à 2 reprises et finira par rentrer à Paris pour tenir compagnie à son père, parce qu'entre-temps, sa mère est décédée du diabète. Et un jour, alors que père et fils sont dans cette fameuse ferme des Colettes, là-bas dans le Midi, voilà qu'une jeune Alsacienne frappe à la porte. Elle a fui les combats, elle se propose comme modèle pour le peintre, elle est rousse, elle est jolie, naturelle, elle s'appelle André, elle se fera ensuite appeler Catherine Essling, et vous avez compris que Jean ne tarde pas à tomber amoureux. Après le décès de son père, le voilà à la tête d'une belle fortune, il épouse Catherine et il cherche sa voie. Il aime l'artisanat et il va même s'essayer à la céramique pendant un temps. Il possède son propre atelier, mais
Ce qu'il captive depuis la fameuse séance chez les bons pères, ce qu'il captive, lui, c'est le cinéma. Depuis des années déjà, il ne rate aucun film de Chaplin. Il va voir Folie de femme d'Erich von Stroheim plus de 10 fois. Il décortique les films, il essaie de comprendre comment tout ça est construit. Il rencontre des comédiens et puis un jour, il faut bien y aller. Il écrit son scénario. Il produit son premier film qui s'appelle Catherine, une vie sans joie. Son épouse, Catherine, tient le rôle titre avec brio. C'est l'histoire d'une jeune femme séduisante, convoitée par les hommes, jalousée par les femmes, l'histoire d'une ingénue en somme. Georges Simenon, qui sera l'ami de Renoir, évoquera cette candeur qui d'une certaine façon constitue le fil rouge de l'œuvre de Renoir. Aucune pause chez Renoir, dit Simenon, ni chez le cinéaste, ni chez l'homme. Je l'ai toujours vu si naturel que je reprends à son sujet le mot candide. Je n'ose pas employer le mot enfantin qui paraît très péjoratif mais qui dans mon esprit explique toute sa vie et son œuvre. Seulement, pendant le tournage, Renoir, qui n'est que scénariste, ne peut pas s'empêcher d'intervenir et le réalisateur commence à en avoir assez de ce scénariste et producteur qui est là à constamment se mêler de ce qu'il ne regarde pas. Bref, Jean va bientôt réaliser lui-même et pour son deuxième film, La fille de l'eau, il s'installe donc derrière les caméras. Dans la forêt de Fontainebleau, il tourne un petit drame rural avec une héroïne qui est toujours jouée par Catherine, qui tente de fuir un oncle violent. Renoir éprouve un très grand plaisir dans ce qu'il appellera la tournaison. Il invente même des effets spéciaux, un petit peu à la Méliès, pour une scène totalement onirique qui doit surprendre le public. Et puis il va se lancer dans quelque chose de plus réaliste, de plus naturaliste même, et de plus ambitieux aussi, puisqu'il s'agit d'adapter un roman de Zola, Nana. L'histoire de cette courtisane qui fait tourner la tête de ses amants et provoque leur désespoir, leur ruine, avant elle-même de chuter et d'être emportée par la maladie. Dans une scène de guinguette, en bord de fleuve, on reconnaît le fameux tableau « Le déjeuner des canotiers » qui avait fait la célébrité du père Renoir. On retrouve cette France du 19e que le cinéaste affectionne et dont il n'arrivera jamais à se déprendre. Premier film qui vaille la peine qu'on en parle, dira Renoir lui-même, toujours avec un certain humour dans son autobiographie qui s'appelle « Ma vie et mes films ». Maintenant, il en est certain, il va faire du cinéma sa vie. Il va faire du cinéma la grande affaire de sa vie, en tout cas. Son ami et producteur Pierre Bromberger écrira « Dès Catherine ou une vie sans joie, Jean a dirigé des foules et tout de suite, il a su parler aussi bien à des acteurs de premier rôle qu'à des acteurs de second plan ou même à des masses de figurants. Cette prodigieuse aisance montre bien qu'il est né metteur en scène. » Vous écoutez Radio Classique. Quatrième film de Renoir, de Jean Renoir, La petite marchande d'allumettes. Alors cette fois, Catherine, sa femme, joue le rôle d'une fille perdue entre rêve et réalité dans une atmosphère nimbée, étrange, un peu comme dans un conte pour enfants et pour cause. Renoir révèle la nostalgie de sa propre enfance en compagnie de sa chère nounou Gabrielle, qui d'ailleurs est toujours là, Gabrielle, elle continue à travailler au service de Jean. Renoir est infidèle. Pierre Anquetin a préparé cette émission. Il insiste sur le fait que tous ces premiers films de Jean Renoir sont des échecs commerciaux et qu'il faut renflouer les caisses et réaliser des films de commande comme Le Tournoi dans la Cité, Le Bled ou encore Tir au flanc, une farce, une sorte de vaudeville muet grâce auquel Renoir fait la rencontre d'un acteur rigolard et mélancolique qu'on dirait tout droit sorti du faubourg Montmartre et qui s'appelle Michel Simon. Son visage est aussi passionnant que le masque de la tragédie antique, dira Renoir. On peut dire que ces deux-là se sont trouvés. Ils vont d'ailleurs prendre le tournant du cinéma parlant ensemble quand Jean réalise On purge bébé, d'après la célèbre pièce de Feydeau réécrite en une semaine, tournée en une semaine, montée en une semaine avec Michel Simon et un certain Fernandel. Renoir a fait ses preuves auprès des producteurs, il peut se lancer maintenant dans une œuvre plus personnelle, plus douce amère comme il les aime. Ce sera La Chienne, ce film qui se déroule dans le Montmartre populaire qu'il a si bien connu et que lui avait justement fait découvrir Gabrielle. Une femme légère s'y trouve courtisée par un peintre amoureux, joué par Michel Simon bien sûr, qui va lui offrir ses tableaux. Seulement les tableaux sont récupérés, vendus en douce pour évidemment pour
aller grossir les poches du souteneur de la jeune femme jusqu'au moment où le pauvre peintre découvre la supercherie. Je ne vous raconte pas la suite, elle est stupéfiante, mais il faut vraiment que vous voyiez ce film avec la peinture omniprésente, avec Montmartre, les bistrots, et puis ces caractères mouvants, cette duplicité, cette naïveté aussi, cette candeur, on y revient avec ce Simenon. Toute l'œuvre de Renoir est là. Au fond, dira-t-il, j'ai tourné un film, je continue à tourner un film depuis que j'ai commencé, et c'est le même, et Michel Simon l'avouera. Je nourris pour ce film La Chienne une immense tendresse, disait-il. Un film dans lequel je me suis mis tout entier en toute liberté, je les compte sur les doigts d'une seule main. Ça m'est arrivé une autre fois avec Renoir, et ce fut Boudu. Boudu, sauvé des eaux, où justement Renoir exprime aussi sa tendresse envers Michel Simon à travers le personnage tellement inoubliable de ce clochard suicidaire sauvé des eaux de la Seine par un libraire qui s'efforce de le rabibocher avec la vie. À force de mettre en scène des personnages du petit peuple, Renoir va finir par tourner le dos à ses origines bourgeoises et à cet univers tellement privilégié qui fut celui de son enfance. Il va même se rapprocher de la gauche et des communistes sous l'influence de sa nouvelle compagne, Marguerite, qui si vite se fait appeler Marguerite Renoir, même si en fait ils ne sont pas mariés. Les femmes, vous l'avez compris, jouent dans sa vie un très grand rôle et elle va devenir sa muse. On est là dans les années 30 et on s'oriente vers un cinéma nettement plus engagé, par exemple avec le film Tony, l'histoire de cet émigré italien tué pour un crime qu'il n'a pas commis. La vie est à nous. Film de soutien au Front populaire. On est en plein dans la campagne pour les élections de 1936. Tout honnête homme se devait de combattre le nazisme. Je suis un faiseur de films. Ma seule possibilité de prendre part à ce combat était un film, nous dit Jean Renoir, qui raconte donc les usines, l'exploitation des ouvriers, mais aussi le travail dans les campagnes et puis le chômage endémique. Bref, le Front populaire est élu, c'est un pari gagné d'une certaine manière et Renoir va pouvoir retourner à des thèmes plus proches de ses préoccupations intimes, le drame, la mélancolie poétique. Ça donnera Partie de campagne, d'après une nouvelle de Maupassant, l'histoire d'un amour déçu suivi d'une vie ratée. Voilà comment Renoir lui-même résume cette nouvelle de Maupassant qu'il porte à l'écran. Célia Bertin, dans sa biographie de Renoir, écrit « Partie de campagne met en scène la fulgurante idylle d'un séduisant canotier et d'Henriette Dufour, fille d'un quincaillier parisien venu un dimanche en famille déjeuner sur l'herbe. Sylvia Bataille, à la beauté fragile et rêveuse, contribue à la mélancolie bouleversante du film. Une émotion exceptionnelle se dégage de cette campagne de Marlotte et des bords du Louing, si familière à Renoir qui ne commet pas l'erreur d'évoquer directement l'étoile de son père. Le film exprime à la fois l'éblouissement de la révélation de l'amour charnel et la médiocrité de petits bourgeois rongés par les préoccupations matérielles. Le film est solaire avant, si j'ose dire, de tourner à l'orage. Il va rester inachevé par manque de financement. Il n'en reste pas moins l'un des joyaux du cinéma français. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et bientôt, Renoir est au fait de son art. Il va tourner des œuvres brillantes avec les plus grands comédiens de l'époque. Les bas-fonds, bien sûr, avec Gabin et Jouvet, qui va remporter le prix Louis Deluc, tout nouveau prix Louis Deluc. La Grande Illusion, est-ce que j'ai besoin de vous dire, sur la guerre de 14, cette guerre que Renoir a si bien connue, avec Pierre Freinet, encore Jean Gabin et le fameux Erich von Stroheim qui a débarqué d'Hollywood. C'est maintenant l'élève qui dirige le maître, d'une certaine façon. Georges Simenon raconte comment Renoir s'y prend. Il vivait tout le temps de la durée d'un film avec ses acteurs principaux, déjeunant, dînant et passant la soirée avec eux, raconte Simenon. Jamais il n'avait l'air de leur donner des conseils, c'était des petites phrases, quelques mimiques, des plaisanteries même qui mettaient peu à peu les interprètes dans la peau de leurs personnages. Je l'ai vu tourner ainsi avec des acteurs peu commodes comme Gabin et surtout la Magnani, qui n'était pas facile à diriger. Je me souviens d'une scène où elle devait traverser un salon, prononcer 3 phrases et revenir vers la caméra. 10 fois, 15 fois, la Magnani butait sur le même mot ou se trompait de trajectoire et chaque fois, cependant, il lui disait amicalement « Très bien, Anna. As-tu envie de recommencer ?»
Et il recommençait à l'infini. Cette fois, ça y est, pour moi c'est parfait. Mais si toi tu n'es pas tout à fait contente, je veux bien refaire encore une fois ce passage. C'est ainsi, raconte toujours Simenon, qu'il a littéralement dompté celle dont les colères effrayaient tant de metteurs en scène. Il en était de même avec Jean Gabin, qui ne s'est jamais montré aussi docile, ni aussi bon que dans les films de Jean Renoir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est pour Gabin que Renoir va écrire la célèbre adaptation de La Bête humaine de Zola, film noir où Gabin joue ce conducteur de locaux, là, l'entier, dominé par des pulsions meurtrières. La Bête humaine ne fit qu'affirmer mon désir de réalisme poétique. La masse d'acier de la locomotive devenait dans mon imagination le tapis volant des contes orientaux, dira Jean Renoir. Des contes qui sont aussi empreints de violence. Il est sans cesse partagé entre sa nostalgie d'un monde révolu et qu'il idéalise volontiers et une forme de pessimisme devant les menaces qui pèsent maintenant sur l'Europe et la France. On est en pleine montée des fascismes. L'un de ses derniers films avant la guerre illustre ce dilemme. Ce sera La règle du jeu. Un drame gai, dit Renoir, mais surtout une farce tragique. Le marquis de la Chênaie invite quelques amis de son rang dans son château en Sologne. On organise une pièce de théâtre, une partie de chasse, un bal. Mais un invité trouble les conventions. Un flamboyant aviateur qui tombe amoureux de la marquise. La fantaisie tourne au drame quand l'intrus est abattu par accident. En tout cas, c'est la version sur laquelle les invités s'accordent. Après quoi, tout rentre dans l'ordre comme si de rien n'était. La campagne est là, bien sûr, et sa poésie, et ça sert de cadre, en vérité, à quelque chose de très violent. Le film va être projeté aux Champs-Élysées en juin 1939, et ce soir-là, au moment de la première projection, il est littéralement conspué par le public. Les gens entraient dans le cinéma avec l'idée qu'ils allaient se distraire de leurs soucis, écrira Renoir. Et moi, je les plongeais dans leurs propres problèmes. L'imminence de la guerre rendait les épidermes plus sensibles, je dépeignais des personnages gentils et sympathiques, mais qui représentaient une société en décomposition. C'était d'avance des vaincus. Les spectateurs les reconnaissaient, à vrai dire, ils se reconnaissaient eux-mêmes. Et évidemment, ça n'a pas pu leur plaire. La règle du jeu restera le film d'avant le désastre, peut-être une forme d'explication du désastre, le film des films, si l'on en croit François Truffaut. Un an plus tard, c'est donc la guerre, même pas un an d'ailleurs. Le pays s'effondre en juin 40. Jean Renoir et sa nouvelle épouse, c'est Didot maintenant, ils vont fuir Paris et aller se réfugier près de Cagnes, donc dans cette ferme des Collettes qu'avait acheté le grand peintre Auguste. Le cinéaste refusera la collaboration, il refusera de tourner des films en France. En décembre 40, il gagne Lisbonne et finit par s'embarquer avec Didot sur un paquebot pour les États-Unis. Il a 46 ans à ce moment-là, Jean Renoir, il n'a pas d'autre choix que de tout recommencer. Et dans un univers, cette fois très différent pour lui, puisque ce sera celui d'Hollywood.